dans ce jardin idyllique où toute verdure me remplissait d'énergie de vie. Je percevais encore mon âme, parsemée de douleur. J'avais beau avoir eu la connaissance de ma divinité, rien n'empêchait la souffrance de l'humain, qui ne se sent jamais empli. On cherche à s'emplir, s'enivrer de la vie, sans vraiment s'enivrer. Nous faisons juste les choses à moitié, la moitié de ce que nous croyons connaître. La vérité, c'est que nous ne connaissons rien, et en cela, nous sommes. Nous sommes, et nous cherchons à savoir ce que nous sommes. Je ne pense pas que cela puisse être possible un jour. Nous ne connaîtrons jamais vraiment. En tout cas, pas en une seule vie. On ne peut pas se connaître. Elle est si fugace, si temporelle, si rapide et longue à la fois. Là où cette affirmation existe, étant ce que nous avons déjà appris de nous. Pour avoir appris de nous, il faut s'analyser face à la vie, l'autre, soi. Comment nous réagissons? Comment nous souffrons? Comment nous aimons? Comment nous nous estimons et comment nous reportons sur l'autre sa propre défaveur, sa propre obscurité et misère. Cette obscurité que nous voulons détruire, bannir, renier, éviter, et tant d'autres synonymes tous aussi accrocheurs qui nous mènent au combat intérieur constant. Ce qui est laid et repoussant en nous, ce qui est laid ne doit pas être. Qui est celui qui a décrété un jour que la laideur en nous, en l'autre, ne devait être, que seule la lumière, l'amour, la gentillesse et la beauté se devaient? J'aimerais comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais réfléchir demande des efforts de porter des mots à des sensations, des ressentis qui viennent du plus profond de notre être. Cela demande la reconnaissance en nous de ce qui est disgracieux à l'intérieur. Bien sûr, vous l'aurez compris, je ne parle en aucun cas d'apparence physique, mais d'apparence intérieure. Car avant de parler d'intérieur, il faut déjà reconnaître que nous vivons nous-mêmes dans les apparences intérieures. Nous portons un masque, un déguisement pour l'extérieur, qui nous aide à faire croire aux autres la personne que l'on souhaite montrer. Mais il y a aussi le masque intérieur, que l'on se pose soi-même, afin de ne pas connaître toute la teneur de ce que l'on est. Ceci, de façon inconsciente bien sûr. Instinct de protection? Fainéantise? Éducation? Nous ne savons pas qui nous sommes. Chercher à le savoir n'est pas forcément la réponse, mais savoir que nous ne savons pas, eh bien je pense que cela est un bon début. Alors là, une part de moi sursaute lorsque j'écris ces mots, et que même si je les mets en lumière pour la millième fois peut-être, il n'y a rien à faire. Elle rejette cela en bloc, cette partie de moi. Elle veut exister, pense tout savoir de moi, de nous, de l'être complexe que nous sommes, que je suis. Pourquoi? Est-ce mon obscurité qui le veut, ou bien mon âme, ou bien les deux? Je n'ai pas la réponse. Est-ce si grave? Cette sensation me déplaît, mais elle fait partie de moi. Et avec cela, je dois continuer à vivre. Chapitre 1. Le jour où le voyage commence. Tout commença ce matin de juillet 2013. Ma vie allait radicalement changer dans quelques heures, et plus jamais je ne pourrai revenir en arrière. Plus jamais. Au réveil, j'étais encore pâlotte. Pourtant, mon bronzage d'été avait bien commencé à faire son effet, pour le plus grand plaisir de mon apparence physique. Ma blondeur apparaissait encore plus claire, et ma peau dorée faisait ressortir en moi le bleu azur de mes yeux. Pour autant, je ne me trouvais pas forcément belle.
Depuis plusieurs mois, voire années, j'avais perdu la confiance en moi. Je me sentais fragile et frêle à l'intérieur. Je vacillais à chaque moment de ma vie, où il fallait prendre les choses en main. D'ailleurs, avais-je su un jour prendre les choses en main, me responsabiliser, être adulte? J'avais peur, je craignais tout, je frisais, l'hypocondrie, et j'apprenais avec ferveur toutes les maladies de la terre et leur traitement. Je souffrais depuis plusieurs années d'une névralgie d'Arnold qui m'empêchait d'être, qui me laissait constamment dans le désespoir. Je m'imaginais tantôt avoir une tumeur, tantôt avoir un cancer incurable, comme une épée de Damoclès autour de moi. J'avais beau avoir fait des scanners, IRM et diverses radios, rien ne me rassurait. Je souffrais, et personne n'y pouvait rien. On aurait presque dit que les médecins pouvaient affirmer que cela était une maladie imaginaire. Depuis quelque temps, mon état s'était empiré et je me sentais prise dans divers étaux. Sur les conseils de ma mère, j'avais pris rendez-vous chez le magnétiseur, un espèce de sorcier qui enlève les maux, ce que je m'imaginais à l'époque. Si les médicaments, les ostéos, les kinés, les psys n'y pouvaient rien, alors peut-être que le sorcier y pourrait. Et j'y mettais un grand espoir. J'avais pris le soin de regarder plusieurs praticiens du coin sur Internet, et toute mon attention s'était retenue sur un monsieur. Il avait l'air gentil sur la photo, et de plus semblait avoir de bons avis et de super résultats au vu de son livre d'or. J'avais pris rendez-vous, et à présent, le grand jour, c'était pour aujourd'hui. Depuis quelque temps, je faisais aussi de la tachycardie nerveuse, et j'étais sous bêta-bloquant. Cela me permettait de mieux vivre, et cela était une véritable béquille psychologique. Le médicament bloquait mon système nerveux, et je me sentais moins vacillante, mais plus tenue sur mes deux jambes. Il y a quelque temps, les médecins avaient cru que j'avais un souci d'oreille interne, car lorsque je marchais à l'extérieur, la terre bougeait, rien n'était droit. C'était comme avoir le tournis constant. Mais je pense que cela tenait de l'agoraphobie, puisque ce phénomène ne se produisait qu'à l'extérieur. Personne ne cherchait une cause psychologique. Je savais que cela venait de l'en dedans. Mais les médecins n'ont qu'un regard scientifique à toutes ces choses. Le kiné avait essayé de me remettre cela en place en me basculant à plusieurs reprises violemment sur le côté. Et à la fin, j'avais fait mine que le problème était résolu. Mon équilibre s'était amélioré à partir du moment où j'avais compris que personne ne pourrait m'aider. Une chose était sûre, c'est que je remontais la pente depuis quelque temps, après une grave dépression d'1 an et demi, où j'ai pu tomber dans les trépands de mon enfer intérieur. Plus rien n'avait de goût, plus aucune source de vie régnait en moi, si ce n'est l'instinct maternel qui me laissait dire que si je partais, mes enfants auraient une vie tellement maussade, tellement réglée. Personne ne pourra leur enseigner la folie, le goût de l'inconnu, le courage, l'aventure, toutes ces choses que j'avais perdues en moi depuis bien trop longtemps. Celles que je me devais de retrouver, celles qui me faisaient ne pas passer à l'acte, pour eux. Depuis 1 an et demi, j'avais repris le travail, et cela était une véritable source de bien-être. Cela me permettait de rester encore, de me lancer de nouveaux défis, de me sentir utile, de rêver. Cela avait commencé début 2011. Animation, chansons, promenades me rendaient vivante, malgré le désespoir intérieur que je traversais depuis trop longtemps. Les parents nous confiaient la prunelle de leurs yeux, et je me sentais importante à leurs yeux, lorsque le soir venu, ils venaient récupérer leur petit amour, et qu'il fallait leur conter la journée qu'ils imaginaient magique au pays des bébés. Ils se rassuraient ainsi, car pour beaucoup, la vie faisait que ce mode de garde restait une faute de mieux. Fabrication de décors, publicité, jeux, danse, chant, tout ce qui me rappelle ce que je n'avais pu faire comme métier.
car j'ai toujours rêvé d'être intermittente du spectacle ou saltimbanque. Ce travail pouvait allier tellement de choses. Rêve, comédie et vie de maman. La vie de famille, ça, c'était une autre histoire. Pourtant, conjuguer les deux était possible pour moi, et je ne demandais que ça. Ma fille, 6 ans tout juste, se tenait devant moi. Elle n'attendait qu'une chose, la balade du matin sur la promenade de la plage. Sa chevelure, aux boucles dorées, entourait son visage angélique, où perçaient 2 grandes amandes bleu ciel turquoise, parsemées de grands cils bruns. Elle est magnifique, un véritable ange de beauté, même si son caractère bien trempé laisse son monde perplexe. « Allez, maman, on y va, je suis prête. J'ai mis les chaussures de mon frère. Il ne manque plus qu'à le mettre dans la poussette. Moi, je prends mon vélo. » Cette petite savait ce qu'elle voulait, et j'avais promis. Je finissais d'habiller le petit, tout aussi beau. Il avait hérité du physique méditerranéen de la famille de son père, brun, yeux noisettes mordorés et peau mate. Je m'en voulais que depuis sa naissance, en guise de protection, sa sœur et moi avions tendance à être dans la protection. De nature angoissée, ce petit garçon avait soif de sécurité et je lui donnais en évitant de le mettre en danger affectif. À cette époque, je ne me doutais pas que cela le desservirait. Je pensais remplir ma mission de mère, simplement. J'étais là, face au monde d'une station balnéaire où l'on vit. Le calme d'hiver s'était éteint, un matin, pour donner un nouveau souffle de vie à la ville, le temps d'une saison estivale. La chaleur de l'été s'était animée, et ainsi, la tramontane soufflait déjà chaude, à 11 heures du matin. Nous étions sur l'esplanade, où se jouait la vie des gens, des familles partant à la plage avec leurs bouées, les parasols, les pieds des enfants sans chaussures, hurlant contre la brûlure que leur donnait le grain de sable épais. De ce coin de Méditerranée. Plus loin, des personnes âgées qui font leur cours de gym du matin, animées par un certain Pablo. Des personnes tranquilles qui boivent en terrasse quelques rafraîchissements, et les cyclistes. Je suis chez moi, j'aime ma ville. Une chose est certaine, je repartirai un jour, car ici, on y reste prisonnier de soi. Mais que nous fais-tu pour que l'on s'attache autant à toi, belle ville du Sud? Ma fille me devançait depuis longtemps, mais très coquine parfois, elle faisait mine au loin d'un demi-tour pour nous rejoindre avec son frère. Et puis, un petit sourire en coin, et hop, elle repartait de plus belle. Ce petit cinéma qui était mon enfant me rendait dingue d'amour. Au lieu de m'agacer, je préférais me dire que l'impertinence de cette petite prouvait une certaine intrépidité et intelligence. Le long du trajet, je réfléchissais à mon avenir. Je ne pouvais donc pas rester là, à attendre que le poids des années s'abatte sur moi, en me volant à moi-même mon bonheur. Je suis responsable de celui-ci. Et même si j'aime tant le remettre sur le dos des autres qui me sont proches, je dois changer de vie, je dois partir, mais j'ai tellement peur. Je veux me retrouver, et pourtant j'ai peur de me retrouver. Je n'existe plus comme avant, car je me suis perdue en route. Je vais prendre le courage de partir, mais j'ai peur. Peur de briser ma famille, et aussi peur de l'inconnu. Je vis depuis 13 ans en binôme, et je ne m'y résous pas à affronter la vie de zéro. J'ai peur, mais mon envie de franchir le pas est là, et assez sournois, pour que j'y pense depuis 3 ans. Où je m'imagine rencontrer l'amour, ou comment ce serait avec telle ou telle personne. Mais tout cela n'est que fantasme, et je sais très bien que je ferai jamais une chose pareille. Tout de même, j'ai à l'idée de penser cela, car je me venge du désamour que je subis, et qui est le déclencheur de ma perte. Je dis ma perte, car cela même a mis en évidence chez moi une violence interne que je suis dans l'incapacité de contrôler, à tel point que je suis dans l'obsession constante. Tout part de là,
la dépression, la douleur ressortie, la thérapie, mais aussi la spiritualité qui va entrer dans ma vie de plein fouet aujourd'hui. J'attendais, avec impatience, l'arrivée de ma mère, afin qu'elle m'amène à mon rendez-vous chez le magnétiseur. Je m'étais débrouillée cet après-midi-là, à faire garder les enfants, afin d'avoir le champ libre. Sur le trajet, tout était calme. J'avais la nette impression que j'aurais dû prendre aussi rendez-vous pour ma mère. Malgré cette culpabilité de ne pas me sentir digne de recevoir mon cadeau du jour. Car finalement, d'autres en ont peut-être plus besoin que moi, je me faisais du bien à être égoïste, et si enfin ce monsieur allait trouver la solution à mes maux, qui perdurent depuis bien trop longtemps. Nous étions entrés dans une petite salle d'attente. J'étais déjà rassurée, car ce n'était pas au domicile du monsieur. Oui, car dans mon esprit tracassé, je m'étais dit que de venir à deux serait plus prudent, étant donné que je venais voir une espèce de sorcier. Et si je tombais sur un maléfique, ou encore psychopathe, violeur ou autre. Avec tout ce qui arrive aujourd'hui, je n'aurais pas voulu qu'il m'arrive une tuile toute seule. Depuis l'extérieur du cabinet, on pouvait lire une charte du magnétiseur, indiquant que nous ne devons jamais suspendre un traitement en cours lorsque nous sommes suivis par ce monsieur. Je suis rassurée, je me dis qu'il est sérieux et que ça n'a rien à voir avec des prières vaudou. Cette salle d'attente était assez exiguë, mais néanmoins très jolie, et nous pouvions percevoir une mélodie très harmonieuse provenir de l'intérieur de la salle. Nous entendions la voix d'une femme qui semblait sangloter, sans pour autant comprendre ce qu'il se disait. Mais une chose est sûre, ce monsieur lui faisait du bien. Cela peut paraître contradictoire, mais je ressentais cet endroit comme quelque chose de béni, de fort et de paisible à la fois. Je n'appréhendais plus ce rendez-vous. J'avais envie que ce soit enfin mon tour, et une drôle de force m'amenait à le vouloir plus que tout. Je me demandais si cet homme verrait mes capacités médium refoulées depuis bien longtemps, et en même temps, je n'avais pas envie qu'on le découvre. Je me sentirais bien trop une impostrice. Ce n'est pas tirer 3 cartes et voir quelques fantômes et démons qui font de moi une voyante. La porte s'ouvrit, et je vis la femme sortir, le sourire aux lèvres, et derrière se tenait Monsieur Alexis Moreno. Un homme de la petite soixantaine, cheveux blancs, mais encore fringants pour son âge, chemise et pantalon de costume. Ce monsieur n'a définitivement pas l'air d'un sorcier vaudou. Il me laissa entrer tout en regardant ma mère et lui disant « Je vois que vous n'êtes pas venue toute seule. Vous avez un bus avec vous ? Je pense que c'est vous qui avez le plus besoin de venir me voir. » Je regardais ma mère hébétée de ce que venait de lui dire ce monsieur. De quel bus parle-t-il ? Je pense qu'il parle d'esprit. Évidemment, avec tout ce qu'il y a à la maison de ma mère, ou alors il parle de problèmes. Alors que nous sommes assises à son bureau, elle se confie en quelques mots et il lui propose de la voir la prochaine fois. Elle ne donnera jamais suite, sauf cette année où elle a bien accepté qu'il la suive pour son cancer. Ce qui se passa ensuite changea ma vie pour toujours. Monsieur Moreno avait un regard compréhensif et sincère. Sa voix douce et rassurante montrait de lui l'ange grisonnant qu'il est. Il m'expliqua, en premier lieu, grâce à son schéma d'Anne-Barbara Brennan, ce qu'était l'aura, notre enveloppe énergétique, et comment il allait travailler sur moi une fois que je serais installée sur la table de massage, par imposition des mains. Il m'expliqua la procédure, à savoir qu'il commencerait par relancer mes chakras, au besoin, et par la suite nettoyer mes couches auriques. Tout cela était du chinois pour moi, car la seule fois où j'avais entendu parler de chakras, c'était dans le film Un Indien dans la ville, où l'on voit Ariel Dombal passer sa vie à les faire remettre, et de plus, elle passe le plus clair de son temps à faire des bizarreries et n'a pas un comportement sain et rassurant. Certes, sur le moment, je décidai de laisser faire. De toute façon, ma mère est là, et ne va donc pas me poignarder dans le dos lorsque je serai la face vers le bas.
Il me demanda d'essayer de faire le vide, et le soin énergétique commença. Très vite, je me suis sentie partir. J'étais tellement fatiguée. Avec 2 enfants en bas âge et tout ce que j'entreprends de nouveau dans ma vie, j'avoue ne pas avoir un sommeil de bonne qualité. Je me laissais aller au son de la musique relaxante et de l'encens, qui enivrait alors la pièce. On pouvait voir en face, sur une estrade, un grand bureau. Tout était là. Un ordinateur, imprimante, affiche du corps. Puis, en contrebas, se tenait une table de massage beige, qui avait l'air bien confortable. À ses côtés, se tenait une étagère aux 1000 bizarreries dessus, porte-encens, pierre noire, cristal, symbole. La danse de ses mains prit enfin forme, et dans la plus belle beauté, elles commencèrent leur concert. Je ne savais pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais ils travaillaient sur mon dos, ma nuque, mes pieds, faisaient des va-et-vient de toutes parts, et le plus surprenant était de le sentir en bas alors qu'il était en haut, car je voyais ses pieds. Et pourtant, des mains travaillaient à m'envoyer de la chaleur par les pieds. Je me sentais enrobée dans une douce lumière bleutée. Rien de vraiment inexplicable. Je me sentais petite fille m'endormant dans les bras de sa maman, bercée par le battement doux de son cœur, comme un matin d'été où l'on se réveille avec le chant sacré de la nature, les rayons chauds traversant le drap par la fenêtre. Ce réveil dont on ne veut plus en finir, ce sommeil qui reste encore un peu en mémoire de notre corps, pas encore en éveil, où la pensée n'est pas encore tout à fait là, mais que le désir de ne rien faire et de se laisser aller est là et nous éprend tout en entier. Au bout de quelques minutes, tout stress s'était évaporé de moi. Je ne me souvenais plus d'ailleurs ce que cela faisait d'être normal, apaisée, douce de l'intérieur. Je regardais mes bras, allongés vers moi, et mes épaules, et je vis quelque chose se dessiner autour, à environ 1 centimètre de ma peau. Un liseré de couleur bleu turquoise. Cette couleur dansait autour de moi. Elle était brillante et belle. Je la contemplais dans un demi-sommeil, sans l'avoir vraiment mis en évidence dans mon cerveau, qui semblait ne pas recevoir d'informations. Cela me fit peur lorsque j'essaya enfin d'analyser ce que je voyais, et en même temps non. Je voyais la couleur de ma première couche aurique, ce dont il me parlait juste avant. Il me retourna sur le dos et poursuivit le même travail dans l'autre sens. J'eus l'impression de voir des visages au-dessus de moi, des visages bienveillants et nacrés de blanc. Ces visages étaient plus ou moins masqués, puis plus rien. Je sentais une présence hors du commun autour de nous, comme les étoiles, des anges peut-être. J'entendais des appels profonds qui n'avaient pas de voix, quelque chose d'extraordinaire. Je sentais une très grande personne qui se tenait derrière le guérisseur. Il avait ses mains sur ses épaules, je crois. Je me sentais certaine de cela, et en même temps, lorsque j'essayais de revenir à la raison, je me disais que j'étais bien folle tout de même. Peut-être avais-je trop fantasmé ce moment au prix d'en faire une malvoyance? Mes pensées voguaient, tandis que bientôt s'annonçait la fin comme un suspense. Je ne voulais pas que ça finisse. Je me sentais là où je devais être, là où je devais vibrer pour toujours. Il m'avait prévenu que cela durerait 20 minutes, et il semblait à l'horloge que l'on soit à 17 minutes. Ces 3 dernières minutes me firent gâcher, par ma propre déception, que cela soit déjà la fin. Et je souhaitais tout de même profiter des derniers instants de bonheur. Il me raconta que mon 3e œil était déjà fort développé et qu'il me l'ouvrait plus, ainsi que mon chakra coronal, afin que je voie comme je le devrais. Je me trouvais si spéciale, mais en même temps, est-ce une de ces façons d'accrocher le client? Je ne savais plus quoi penser. Je doutais. Je me sentais retournée, mais toujours aussi bien. Peu importe, ce qui compte, c'est que je me sente bien, lavée. En tout cas, il m'a fallu au moins 2 ou 3 minutes pour me remettre debout. Tout tanguait en moi, et tout tournait autour.
Cela était tout à fait normal, m'avait-il dit, vu dans l'état énergétique où j'étais. Il avait dû me remettre en entière. Un reset. Il avait fait un reset. Et je le sentais vraiment. Je me sentais molle, comme si j'avais fumé du cannabis, sans les mauvais effets. Comment peut-on être réellement comme cela normalement? Je n'arrivais pas à croire à quel point on pouvait oublier le bonheur d'être en paix. À la fin du soin, je ne lui dis pas tout ce que j'avais vu, senti, et il me tardait de reprendre un rendez-vous rapidement, afin de pouvoir encore explorer ce que j'avais pu percevoir, et voir si tout cela provenait du rêve ou de la réalité, ou d'une nouvelle réalité qui s'offrait à moi. En sortant, tandis que je conduisais tout en racontant à ma maman tous les ressentis extraordinaires que j'avais pu vivre avant d'oublier, durant le soin, je vis apparaître un triangle blanc sur mon front, entre mes deux yeux. J'en étais complètement ahurie. Je voyais de la lumière blanche sortir de là, de mon troisième œil donc. Nous devions nous arrêter faire des courses, et cela continua plusieurs heures. Je voyais les troisièmes œils de tous les gens, comme si j'étais soudainement devenue extrasensible ou détraquée. Je ne savais plus, je ne savais pas. Mais ce qui fut bizarre, c'est que je ne ressentais aucune once de peur. Il y en avait avec des gros yeux, des yeux de couleur, des cousus, des petits, des moches. Bref, je me retrouvais à regarder tous les fronts des gens comme cela. Enfin plutôt, tous les fronts des gens me sautaient aux yeux. Arrivé chez moi, je regardais mes mains et je ne voyais plus la couleur. Pourtant, je m'y entraînerai. En regardant brièvement sur Internet, j'ai pu voir des exercices à faire pour cela. Le lendemain matin, je n'avais plus mal au crâne, et cela ne recommença pas durant plus de 4 ans.